Bienvenue à toutes et à tous, il est 15 h, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Départ du président Guelleh donc pour Niamey au Niger. Le président de la République prendra part au 33e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. Et en Libye, une ONG allemande sauve 65 migrants au large des côtes libyennes. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui le pays à destination de la ville de Niamey, la capitale du Niger, où à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, il prendra part au 33e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. Sommet d'un jour, le 7 juillet 2019, cette assise de l'Union africaine est essentiellement dédiée à marquer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, qui équivaut à un marché commun des pays du continent noir. Au cours de cette réunion, il sera surtout question d'un dernier adoubement que les dirigeants des pays d'Afrique apporteront à l'entrée en service de la notion complexe de marché commun continental, la levée des barrières douanières, les réglementations prévues contre les concurrences déloyales et les modalités d'harmonie économique entre les produits relevant du marché commun et les autres articles et marchandises, tout sera évoqué au cours de cette rencontre au sommet entre leaders africains. Cette réunion servira par ailleurs de tribune pour exhorter les pays africains qui n'ont toujours pas ratifié l'accord de la ZLECA de le faire aux fins d'une plus grande évolution de l'Afrique en un espace économique intégré à même de mieux peser sur l'échiquier économique mondial. En dehors de cette première thématique, le 33e sommet de l'Union africaine portera également sur l'état d'avancement de nombreuses autres initiatives militant toujours en faveur de la réalisation d'une plus grande identité africaine, notamment la question d'un passeport africain ou la mise en place d'un espace aérien commun pour le continent noir. Outre sa participation donc aux travaux de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, mettra comme à l'accoutumée à profit ce déplacement de travail à Niamey au Niger pour s'entretenir en marge avec les principaux responsables politiques du pays hôte, notamment avec le président Mahamadou Issoufou. Il s'entretiendra également toujours en marge avec plusieurs autres de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participant comme lui au 33e sommet de l'Union africaine. A noter qu'au cours de son déplacement de travail à Niamey en Niger, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et le ministre du Commerce Hassan Ahmed Ibrahim. Les travaux donc du sommet de l'Union africaine de Niger se dérouleront donc depuis le 4 juillet au palais du Congrès du palais donc de Niamey dans l'attente du sommet de l'Union africaine pour le 7 juillet pour le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Pour le Niger, un événement historique donc qui se considère comme le berceau de l'intégration économique en accueillant le sommet africain pour le début de la zone de libre-échange africaine. Des dossiers d'actualité de l'Afrique seront aussi au menu des discussions des travaux du sommet de l'Union africaine avec la participation de plusieurs chefs d'État dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Une équipe de la RTD est sur place donc pour nous donner l'ambiance avant le sommet à Niamey. Youssouf Abdallah. Niamey, la capitale du Niger, accueille l'Afrique demain pour un grand sommet destiné au lancement de la zone de libre-échange continentale. Niamey, la capitale de la République du Niger, accueille depuis le 4 juillet les travaux du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le dossier principal à l'ordre du jour de ce sommet va porter sur le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale destinée à booster le commerce et renforcer l'intégration économique inter-africaine. Déjà, plus d'une vingtaine de pays africains, dont la République de Djibouti, ont ratifié l'accord de libre-échange inter-africain. De nombreux chefs d'État sont attendus au sommet de Niamey, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh avec une forte délégation. Les travaux du Conseil exécutif ont pris fin hier soir dans le palais de conférence où est prévue la réunion des dirigeants africains. À l'occasion du sommet qualifié d'historique pour certains, Niamey, la capitale, est aux couleurs de l'Afrique. Les drapeaux des pays africains flottent dans les principaux acteurs de la capitale. Le Niger accueille l'Afrique, berceau de l'intégration africaine. Ce sont les principaux slogans visibles de la capitale et c'est les principaux titres des quotidiens au Niger. Des sujets d'actualité brûlants seront aussi traités lors de ce sommet de Niamey
qui attend demain la réunion des chefs d'État et de gouvernement africains. Également dans l'actualité, dans la journée d'aujourd'hui, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a effectué sa première visite d'inspection au service de santé des armées. L'objectif de cette visite est de s'acquérir des moyens et infrastructures dont dispose le service de santé des armées. Cette visite d'inspection a d'abord débuté à la direction centrale du service de santé des armées. À son arrivée, le ministre Hassan Omar Mohamed Bourhan était accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Puis ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes. Était convié à cette visite d'inspection le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, le colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur de la police nationale, et tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a assisté à un exposé succinct du médecin-colonel-major Ahmed Hassan Boulalé, directeur du service de santé des armées. Dans son exposé, le médecin-colonel-major Ahmed Hassan Boulalé a rappelé que la direction centrale du service de santé des armées a été créée par décret le 14 septembre 2014 et a inauguré le 10 février 2016. Puis il a expliqué les missions diverses et variées de cette direction et son évolution au cours des ans. Principalement, cette direction est dédiée au maintien en condition des effectifs, le traitement des militaires, le soutien médical des militaires en opération extérieure, la formation des cadres militaires de santé, médecins, infirmiers, auxiliaires de santé. En outre, elle apporte également son concours au gouvernement en cas de nécessité et de sollicitation. Conséquent à ceci, le directeur du service de santé des armées a mis en relief les perspectives d'avenir de cette direction, à savoir l'amélioration de la qualité de soins des militaires et de leurs familles, la formation des médecins spécialistes et la création d'un centre de formation spécifique. Une fois l'exposé achevé, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et donc en présence du chef d'état-major, a procédé à une visite guidée de la direction centrale de santé et des armées, en particulier le service social sous l'autorité de Mme Zeynab Ainaché. Ce service prend en charge l'aspect social de la vie des militaires, spécifiquement du traitement des violences ou litiges conjugales, l'accompagnement dans la procédure du divorce, la constitution du dossier des décédés en vue de l'obtention du capital décès. Dans sa continuité, le ministre de la Défense, Hassan Omar, toujours accompagné du SEMGA et du staff, se sont rendus à la direction de médecine des unités, le DMU, commandé par le médecin commandant Habib Moussa. Là aussi, le médecin commandant Habib Moussa a exposé une présentation sur le rôle et les missions dévolues à cette nouvelle direction créée en 2016.
La direction de médecine des unités en charge de soutien en matière de santé de nos forces présentes sur le sol ou déployées en Somalie. Pour chaque bataillon déployé sont affectés 2 médecins et 10 infirmiers. De la visite d'aptitude médicale, le recrutement, la réévaluation, réforme et opérations extérieures. Elle participe également au programme de santé publique et aux actions civilo-militaires. Dans sa continuité, le médecin commandant Habib Moussa a exposé les perspectives d'avenir de la direction de médecine des unités qui comprend l'acquisition d'un appareil de radiographie numérique, la réactivation des infirmeries des corps, la mise en place des centres médicaux et l'informatisation des dossiers des militaires. Au terme de l'exposé, le ministre de la Défense, Hassan Omar, en compagnie toujours du chef d'état-major général des armées, a procédé à la visite guidée de la direction de médecine des unités. Cette direction comprend en son sein des salles de cours pour les stagiaires en formation d'infirmerie et d'aides-soignants, le laboratoire d'analyse, un magasin de stockage des médicaments et des matériels, un espace de vie pour les stagiaires, notamment des chambres à coucher, un espace de confinement en cas d'urgence ou de catastrophe, une salle d'urgence et une salle de prélèvement biologique ou sanguin. Ainsi donc, comme à l'accoutumée, cette visite d'inspection s'est clôturée avec une animation de chants et danses folkloriques autour d'un buffet animé par le groupe traditionnel folklorique Harbi, suivi de la remise des cadeaux et enfin la photo de famille. Écoutons donc un extrait de cette animation. En nouvelle nationale, toujours, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui dans son bureau à l'état-major général des armées le général de brigade Thierry Laval, attaché militaire des forces françaises et stationné à Djibouti. Le colonel Thierry Laval a été promu général de la brigade le 1er juillet 2019. Cette promotion fait suite à l'excellent travail entrepris durant son séjour à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le général s'est beaucoup investi dans le raffermissement
raffermissement des relations de coopération militaire entre la France et Djibouti. Ainsi, c'est pour le féliciter de sa nouvelle promotion que le chef d'état-major général des armées a tenu à rencontrer le général de brigade Thierry Laval. Satisfait de son parcours et dans une atmosphère bon enfant, le SEMGA, en présence du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, a souhaité une excellente carrière militaire et une bonne continuation dans sa nouvelle fonction. Il est à noter que le général de brigade Thierry Laval a terminé sa mission d'attaché militaire et se prépare au retour dans son pays. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé une cérémonie dédiée donc à l'adieu de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Maoundé. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Mohamed Hassan, la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Hasna Mohamed Bilil, secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Ifra Ali, la coordinatrice de l'Agence des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, et un certain nombre de femmes parlementaires ont participé donc à cette cérémonie. L'occasion donc, un hommage aux efforts déployés par l'UNICEF pour promouvoir le droit et le bien-être des enfants de Djibouti et pour soutenir donc les efforts du gouvernement dans ce domaine. La représentante de l'UNICEF a commencé donc sa précieuse mission à Djibouti en 2017. Depuis, Madame Janabou a déployé d'énormes efforts pour promouvoir le droit et le bien-être des enfants djiboutiens donc sous de nombreux aspects. L'UNFD donc a félicité le rôle prépondérant que l'UNICEF a joué dans la mise en œuvre des programmes nationaux d'éducation et de protection des droits de l'enfant. La première, je tiens à remercier chacune d'entre vous et chacun d'entre vous ici autour de la table pour cet accueil. Je suis très émue et mon cœur est en larmes parce que cet accueil que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que je le mérite. Je pense que si nous sommes arrivés à ces témoignages, si nous sommes arrivés à ces résultats, si nous sommes arrivés à avoir ce respect mutuel et cette entente entre nous, c'est parce que d'abord les femmes, les filles, les hommes, les garçons djiboutiens l'ont voulu. C'est parce que vous avez ouvert votre cœur, c'est parce que vous avez ouvert vos maisons, c'est parce que vous avez ouvert vos bureaux, c'est parce que vous avez été à l'écoute, à mon écoute, à l'écoute de l'organisation que je présente ici, l'UNICEF, ce qui est un témoignage, une fois de plus, de la place que vous réservez à la question de l'enfant, la place que vous réservez aux étrangers, la place que vous réservez aux étrangères, et vous méritez ce qu'on dit de Djibouti, un petit pays, mais avec un grand. Écoutons à présent donc l'intervention de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Mohamed Bilil. Votre arrivée, vous n'avez cessé de renforcer la collaboration entre nos organisations respectives pour le renforcement des capacités des adolescents et des communautés en matière de droits humains, des pratiques sociales positives à Djibouti et surtout en milieu rural, la promotion de l'allaitement maternel positif ainsi que les bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant, à la structuration de notre base communautaire, étant ainsi les bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant, à la structuration de notre base communautaire, tant d'autres points que je ne pourrais citer et résumer dans ce mot. À cet effet, ma chère sœur, nous tenons à te dire que travailler avec toi a été un plaisir et te souhaite le meilleur pour l'avenir. Ceci n'est qu'un au revoir et tu es ici dans ton pays et nous t'accueillerons les bras ouverts dans d'autres occasions, si Dieu le veut, Inch'Allah. Je vais finir par une phrase que tu disais si bien. On est ensemble. Écoutons donc après de l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumin Mohamed Hassan, qui a rappelé donc les efforts déployés par la représentante sortante donc de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Maoundé. On l'écoute. Effectivement, c'est des moments précieux qu'on partage, des moments précieux parce que après avoir s'être côtoyé, appris à se connaître, ayant les mêmes objectifs, les mêmes engagements, le même combat quotidien, ça ne peut que renforcer les liens.
Et je pense que même si elle partait de l'autre côté du continent, elle prendra une partie de Djibouti avec elle. Et je pense que c'est quelque chose qui aura marqué Djennabou. Elle nous aura marqué, mais je pense que Djibouti l'aura marqué aussi. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que des belles choses, que des bonnes choses, qu'elle va rencontrer dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle aussi. Et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour elle parce que c'est une personne qui s'investit avec le cœur. Même en tant que responsable, si on doit penser avec la tête, elle pense avec la tête, mais elle agit avec le cœur. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde professionnel, personnel. Et puis le monde est petit, n'est-ce pas? Nos chemins se croiseront certainement. Toujours en nouvelle nationale, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu dans son cabinet la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les organisations des Nations Unies et partenaires au développement. Lors de cet entretien, le ministre a rappelé le rôle important joué par les institutions des Nations Unies pour le développement du pays. Il a passé en revue les axes majeurs sur lesquels il souhaiterait que les partenaires apportent leur soutien, à savoir la formation des agents de l'État et la valorisation des ressources humaines, la réforme de l'administration, l'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, la modernisation de la législation du travail. De son côté, la coordinatrice du système des Nations Unies a assuré le ministre d'apporter son soutien pour améliorer la coopération existante avec les institutions onusiennes et à la réalisation des projets soumis par le ministre. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Travail et du conseiller technique en communication du Travail, Khadir Omar Khalili. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a clôturé le 4 juillet dernier une visite de travail de 4 jours au Royaume frère du Maroc, effectuée dans le cadre de la coopération sud-sud et du renforcement des relations de coopération maroco-djiboutienne. Outre les entretiens avec les plus hauts responsables sur les avancées du Maroc en matière de la décentralisation, ainsi que l'examen des pistes des relations de coopération à affermir entre les deux pays, le ministre Aramis et sa suite ont eu également droit à des exposés et à des visites de terrain pour avoir une idée précise des expériences marocaines de la décentralisation et du financement des collectivités territoriales. Au menu de l'agenda du secrétaire d'État, des visites des institutions décentralisées ou d'appui de celles-ci en matière de développement local, comme le Fonds de financement communal et l'Initiative nationale de développement local et certains des projets qui le financent. Ce déplacement a été très fructueux pour le secrétaire d'État et sa délégation et sera suivi de la mise en place d'une convention, laquelle devra préciser les bases de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la décentralisation. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de natation a célébré hier la journée internationale de la natation sur le site public de la plage du Héran. À cette occasion, donc, la journée du vendredi étant jour de repos, la plage était particulièrement noire de monde dès les premières heures de la journée, profitant de ce moment donc en famille privilégiée où se retrouvent grands et petits en famille à la plage pour se rafraîchir à l'air marin, que la FDN est allée au-devant de ce public pour célébrer cette journée en offrant des cours de natation gratuits aux enfants et aux jeunes. Cette journée a pour objectif de sensibiliser donc et de vulgariser la natation auprès d'un large public. En effet, avant d'être un sport, la natation est une question de sécurité publique et en ce sens, la FDN se bat pour que ces disciplines soient connues et pratiquées par tous. La natation célèbre la journée mondiale de natation qui sera célébrée partout dans le monde. Ici aujourd'hui nous sommes à la plage d'Héran, à Djibouti-Ville, pour célébrer cette journée. Cette journée s'intitule, le thème qui est retenu dans le monde, c'est natation pour tous, natation pour la vie. Nous sommes là, nos éducateurs sont là pour initier les jeunes et les moins jeunes djiboutiennes qui se rient vers les plages à l'initiation des bases de natation. Ces journées se continueront tout au long de ces 2 mois, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août, chaque vendredi sur toutes les plages de Djibouti-Ville, à savoir ici en plage d'Héran, au Triton, que vous connaissez sous plage Carrée, et Inch'Allah aussi au Siesta. Et cette journée sera célébrée aussi
dans les villes de l'intérieur, c'est-à-dire dans les régions, à savoir Tadjoura et Obok, les semaines prochaines. Et en profiter, de faire profiter leurs enfants aux initiations à la base des natations que nos encadreurs font gratuitement sur toutes les plages tout au long de ce mois de l'été chaud. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris donc la disparition ou le décès de feu Ahmed Fouré Doubed, décédé donc jeudi à l'hôpital Cheikh de Balbala des suites d'une longue maladie. Le défunt était né donc en 1932 à Ali Sabié. Il était père de 13 enfants et de nombreux petits-enfants. Il était également le père de notre collègue Sahal Ahmed Fouré, responsable technique donc de la RTD. Il laisse derrière lui 2 veuves et nous prions donc le Très-Haut d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, fin du sommet des Balkans occidentaux. Le sommet des Balkans, des pays des Balkans occidentaux, s'est achevé donc à Poznań, en Pologne, après 2 jours de travaux. Ce rendez-vous est l'occasion d'évoquer le processus d'adhésion à l'Union européenne pour les pays de la région. Ce processus est lent, trop lent, aux yeux de plusieurs dirigeants de ces pays. Ainsi, pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, le Conseil européen a récemment décidé de repousser à octobre sa décision d'ouvrir ou non les négociations d'adhésion. Il ne faut pas y avoir donc un abandon des négociations, a souligné la chancelière allemande Angela Merkel. On sait que le processus d'adhésion est trop lent. Il nous faut du temps pour définir le type de coopération. Cela n'entre pas en contradiction avec une adhésion future. De son côté, le Premier ministre polonais, hôte de ce sommet, s'est voulu optimiste pour ces pays des Balkans. J'ai la ferme conviction que leur intégration va progresser rapidement et que ces pays feront bientôt leur entrée au sein de l'Union européenne, donc a indiqué ainsi Mateus Morawiecki. Football, le mondial féminin de football à Lyon, la tension monte avant la finale demain des supporters américains, plus que jamais derrière la Team USA. Cette semaine, près de 20 000 personnes ont pris leur quartier à Lyon pour défendre les championnes du monde en titre avant la finale de demain. C'est une fête donc qui se prépare pour encourager celles qui sont archi favorites mais qui disputent un autre match en parallèle politique. Celui-ci, récemment, les joueuses ont été invitées, comme c'est l'usage, à célébrer leur parcours à la Maison-Blanche après la compétition. En face, une équipe qui monte, sacrée championne d'Europe il y a 2 ans. Les Pays-Bas jouent leur première finale de Coupe du Monde après une victoire sur le fil face à la Suède mercredi, de quoi galvaniser le public et nourrir les espoirs des supporters orange pour l'épisode final de la meilleure Coupe du Monde féminine de l'histoire, selon le président de la FIFA. Et enfin, une ONG allemande sauve 65 migrants au large de la Libye. Le navire d'une ONG allemande a secouru hier 65 migrants au large de la Libye et attend désormais une réponse pour leur prise en charge de Malte, Rome et Tripoli. Le Alan Kurdi a repéré l'embarcation, un bateau pneumatique surchargé, au petit matin, a indiqué l'ONG CI. Le navire avait un moteur fonctionnel et suffisamment de carburant. Par contre, ses occupants n'avaient ni téléphone satellite ni GPS. Le navire Alan Kurdi a été baptisé par Sea Eyes en hommage au petit garçon syrien retrouvé noyé sur une plage turque en 2015 et dont la photo a fait le tour du monde. Selon le communiqué de Sea Eyes, ni Malte, ni l'Italie, ni les autorités libyennes n'ont répondu aux appels de l'ONG alors que l'accueil des migrants secourus en mer est devenu un casse-tête. Le Alan Kurdi avait déjà passé 10 jours en mer en avril avec 64 migrants à bord en attendant d'obtenir l'autorisation d'aller à Malte pour débarquer ces passagers qui ont été repartis dans plusieurs pays européens. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.